Hello tout le monde! Aujourd'hui, on est en été et j'avais très envie de vous parler de comment apaiser la flambée du corps et de l'esprit au pic de l'été. Vaste programme. Alors, pour illustrer justement ce thème, je vais partager avec vous une recette, un remède aux fleurs du cœur de l'été, du centre de l'été, les fleurs qu'on trouve les plus présentes et qui ont la particularité justement d'apaiser l'inflammation, d'apaiser cet embrasement estival. Alors je poursuis ma série de vidéos sur le thème de la nature et ce rapprochement qu'il peut y avoir entre la nature, l'homme, la femme, l'enfant et comment on peut observer les cycles des saisons, c'est-à-dire réellement se plonger avec les 5 sens en éveil dans les cycles des saisons ou même de façon encore plus rapprochée mois par mois, pour devenir plus sensible à ces changements, à ces variations, à ces subtilités et pouvoir en même temps sentir à l'intérieur de soi et observer sur soi les changements que la nature instille à l'intérieur de nous et créer par là même un lien, on va dire, fondamental, durable, pérenne, incontournable, qui nous permet de nous retrouver en miroir dans ce qui se passe dans la nature. Alors pourquoi faire ce type de vidéo? C'est parce que tout simplement, renouer avec la nature, ça nous permet de retrouver du sens, remettre un petit peu de sens dans notre vie. Aujourd'hui, moi je vois en cabinet énormément de gens qui ont perdu le sens, tout simplement parce qu'ils ont perdu la notion de pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils font là, quelle est leur juste place. Et justement, ce que je remarque, c'est qu'en se réinscrivant dans une logique, une chaîne naturelle, en retrouvant là d'où on vient, on arrive à retrouver du sens. Donc c'est un petit peu comme si on se replongeait dans le lac d'origine, on se liait physiquement et affectivement à la nature, on observait ces changements externes et internes et on voyait que finalement on est indissociable de la nature et donc ça permet d'apaiser, de calmer, de se dire bah oui on fait partie de ce grand tout, de cette logique du vivant et se réinscrire comme je disais dans cette chaîne naturelle, ça aide énormément à apaiser les esprits, à trouver du sens et à retrouver de l'espoir, de la foi, de l'inspiration dans la nature et à aller de l'avant. Alors l'autre raison, c'est parce que quand on se lie à la nature, en tout cas ce qui est important pour moi et pour beaucoup de personnes qui ont les mêmes, on va dire, convictions que moi, c'est qu'on va chérir, naturellement, on va chérir et protéger ceux avec quoi on a une relation durable, pérenne, proche. Et donc si on se rapproche de la nature, si on retrouve cette relation avec la nature, on va naturellement plus la chérir, s'occuper d'elle. Non pas qu'elle ait vraiment besoin de nous, mais disons qu'elle a besoin de notre réciprocité, elle a besoin de notre réciprocité, on va dire, positive, de notre implication positive, et donc tout ça ne peut aller que dans le bon sens. Alors en ce moment, c'est le mois de juillet, c'est l'été, et ici dans le sud de la France, où j'habite, il fait chaud. Le soleil est chaud et la sécheresse prend le pas sur la verdure. Là où on avait connu il y a encore peut-être même un mois une verdure qui se déployait, qui culminait, qui dominait, eh bien la sécheresse prend le pas sur cette verdure et les couleurs qui se présentent à nous vont être de plus en plus le jaune, l'ocre, qui vont prendre de plus en plus d'ampleur. Et même si les arbres sont feuillus, évidemment que les arbres sont verts au mois de juillet, ce vert devient beaucoup plus terne et il va s'estomper, se dérober petit à petit et la sécheresse va prendre le dessus. Les herbes, on voit, elles sont beaucoup plus jaunes, elles sont beaucoup plus sèches et la terre, c'est surtout la terre qui nous donne des indices. Elle est dure, elle est chaude, elle est craquelée par endroits, elle est sèche, elle est poussiéreuse. Et ça, c'est vraiment une évolution, on va dire, propre au mois de... Alors, ça peut arriver fin juin, mais au mois de juillet, on y est, quoi. Il y a le vert dans les arbres, le végétal est là, mais il est plus lumineux, il est terne, et en bas, ça craquelle.
Et donc tout le printemps luxuriant qu'on avait connu il y a encore, ou l'espace de quelques mois, s'estompe très très rapidement. Les végétaux qui sont les plus fragiles, les plus frêles, commencent à se faner, à perdre de la vigueur, et tout ce qui était souplesse végétale, tout ce qui était humidité, souplesse végétale, se transforme petit à petit en... on va dire qu'il y a une rigidité qui s'installe, un assèchement qui s'installe petit à petit. Donc pour nous, humains, sur un plan physique, le mois de juillet représente aussi la chaleur, la sécheresse et la rigidité physique. Parce qu'il faut se rappeler que le mois de juillet, historiquement, c'était une période de disette. C'était une période où les anciens devaient subsister avec tout ce qu'ils avaient en termes de provisions. Ils devaient subsister parce que ça devenait plus sec, plus chaud. Jusqu'à quand? Jusqu'aux fructifications et jusqu'aux premières récoltes. Et en général, les fruits, le gros des fruits et le gros de la récolte arrivaient souvent au mois d'août. Donc il y avait comme quelque chose qui est encore engrammé en nous. Les anciens enduraient la canicule avec persévérance, on va dire, dans l'attente et la résistance. Et ça, on le garde en nous quand même. Donc sur un plan plus psycho-émotionnel, on va dire, cette période, elle rime avec persévérance, endurance, mener à bien nos projets jusqu'à leur fructification, même si on se dissocie de la nature. C'est un petit peu ça. Si on a dépensé beaucoup d'énergie au printemps, au début de l'été, et là on est dans le cœur de l'été, dans le pic de l'été, il faut continuer à fournir l'effort. Malgré la rudesse du climat, malgré certaines difficultés, malgré la chaleur, et garder le cap quoi qu'il advienne, et surtout endurer avec conviction et force dans nos croyances et puis dans nos propos. Il y a vraiment l'idée de maintenir nos engagements jusqu'au bout. Et donc cette sécheresse, cette rudesse, cette chaleur, elle va nous amener naturellement vers une transformation du corps et de l'esprit. On va observer en nous des changements, on va observer des flambées du corps. Alors les flambées du corps, ça va se manifester par tout ce qui est rouge, chaud, gonflé, enflammé, donc des tissus, des muqueuses, des vaisseaux chauds, gonflés, enflammés, irrités. C'est vraiment, on va dire, la définition de l'inflammation et du feu corporel. Et on peut aussi retrouver ça aussi dans les muscles, dans les articulations. Et par ailleurs, on va retrouver des flambées de la psyché. Donc là, ça va se traduire sous forme de... justement, si on a une flambée du corps, on va se retrouver en état de chaleur, agacé, énervé, agité. Ça va être aussi de la frustration, de la colère, de la tension, de l'énervement. Et donc, pour apaiser ces conditions, la nature nous offre des trésors. Et donc, j'avais vraiment envie de vous parler de 2 fleurs de l'été, de 2 fleurs du pic de l'été qu'on va retrouver en floraison au mois de juillet et qui ont toutes les 2 une saveur amère et aromatique. On verra que ces saveurs nous donnent des informations par rapport à leurs vertus. Et ce sont donc des fleurs estivales du pic de l'été qui vont avoir des vertus partagées de calmer, d'apaiser justement cette flambée, ce feu du corps, ce feu de la psyché, et d'agir sur un plan physique, émotionnel, pour réduire, amener plus de fraîcheur et plus de calme. Alors la première fleur, c'est la lavande. Et j'ai ici un magnifique bouquet qu'on m'a offert récemment, un bouquet de fin juin de la Saint-Jean avec ces sublimes fleurs de lavande. Merci Claire. Et donc la lavande, c'est une plante vraiment méditerranéenne, donc on va retrouver plus typiquement autour de là où j'habite. Elle aime les terres sèches, les terres chaudes. Donc on retrouve cette notion de terrain sec, chaud, qui craquelle, de terre bien drainée. Et donc je trouve ça très intéressant parce que justement, ses vertus, c'est d'apporter tout l'inverse, de vraiment venir calmer, apaiser, rafraîchir.
Et elle fleurit de mi-juin à mi-juillet, voire août. Mais le gros, c'est vraiment, voilà, c'est une fleur typique du mois de juillet, qu'on peut cultiver, qu'on peut trouver en sauvage. Et elle a beaucoup d'usages traditionnels dans le folklore. On l'utilise depuis des siècles, donc déjà en Égypte ancienne, pour tout ce qui était parfum, lavement, momification. Dans la Rome antique, on l'utilisait aussi pour les bains, pour le parfum également. Après, plus tard, Moyen-Âge, Renaissance, on l'a utilisé en tant que, on va dire, amulette de protection contre le mauvais sort. Mais il y avait toujours cette notion de purification, lavement, épuration, protection. Donc protection sur un plan physique et puis protection sur un plan, on va dire, plus symbolique, plus de l'ordre de l'invisible. Et on retrouve tous ces usages au fil des temps. Et nos anciens l'utilisaient énormément en petits bouquets pour venir parfumer évidemment les placards et autres, mais aussi pour chasser tout ce qui était l'insectifuge, la lavande, donc tout ce qui était mite, tout ce qui était poux. Voilà, les poux ont horreur de l'odeur de la lavande. Et l'usage traditionnel aussi pour les morsures de vipères. On dit que la petite fleur de lavande, quand elle se dresse, comme ça on voit les épis, ça ressemble à une petite tête de serpent qui se dresse. Voilà, ça c'est pour le petit clin d'œil de la signature de la plante. Et donc on l'utilisait pour laver, épurer, laver son linge, etc., parfumer son linge, mais aussi pour repousser des choses qui seraient indésirables. Et d'un point de vue plus symbolique, c'est vraiment une fleur qui s'associe symboliquement au mariage. Donc aujourd'hui, on dit que les noces de lavande, c'est les 46 ans de mariage. On utilisait beaucoup les bouquets de lavande pour les lancer aux mariés, aux jeunes mariés, ou pour augurer des mariages, pour mettre dans le matelas sous l'oreiller de jeunes mariés, et pour encourager l'amour perpétuel, la paix de l'union et du mariage. On va dire, voilà, toutes ces notions-là. Et puis, elle a une couleur qui est violette, on va dire bleue en botanique. Et donc, c'est une couleur dont on sait que c'est calmant, apaisant. On n'est pas dans les rouges feux ou les oranges ou les jaunes. On est vraiment dans quelque chose de très apaisant, de calmant. Et au niveau du goût, elle a à la fois de l'amertume et à la fois un côté aromatique. Donc, on se souvient que les anciens, ils utilisent leurs 5 sens pour essayer de déduire les vertus thérapeutiques des plantes. Et cette amertume et cette saveur ou ce parfum aromatique, on sait aujourd'hui qu'elle s'apparente à des vertus médicinales très précises. Tout ce qui est amer va drainer les choses du corps, drainer, faire sortir les choses. Donc on revient à cette notion d'épurer, de laver, de nettoyer. Et on dit aussi que ça rafraîchit. Ça vient pas apporter de la chaleur, ça rafraîchit. Le côté aromatique, c'est plus l'aspect épicé. Et là, on est dans, on va dire, l'effet inverse qui est plus d'échauffer, de stimuler, d'éveiller. Alors la lavande, pour l'avoir étudiée pendant des millénaires, les anciens nous disent qu'elle est plus rafraîchissante qu'elle n'est stimulante quand même. Mais elle garde un petit peu de stimulation à certains moments. Elle saura s'adapter en fonction de vos besoins. Donc, les aspects relaxants, rafraîchissants, ça rejoint ses vertus relaxantes, donc sur le corps, sur la psyché. On sait qu'elle est antispasmodique, donc elle calme, elle relâche les nerfs, les muscles, elle apaise, elle induit une forme de relaxation qui peut amener vers le sommeil, même si elle n'est pas, on va dire, c'est pas un somnifère, c'est pas quelque chose qui va vous faire dormir. Elle peut vous emmener vers le sommeil et elle va calmer sur un plan psychique l'agitation, l'énervement, l'irritation, donc tout ce feu dont on parlait tout à l'heure. Et là, c'est souvent prise sous forme interne ou en olfaction, sentie. Ça peut être un bouquet de lavande, comme ça peut être une huile essentielle, et par voie interne, une infusion. Ou éventuellement de l'eau florale, mais on en parlera tout à l'heure. Après, elle a des vertus en externe, on pourrait même dire en interne, mais en externe, on l'utilise beaucoup pour tout ce qui est petites plaies. Elle est aseptisante, donc, ou antiseptique, c'est-à-dire qu'elle va œuvrer
contre les bactéries, les champignons, donc ça peut être très intéressant s'il y a des petites coupures, des petites blessures. Elle a ensuite cet aspect anti-inflammatoire, enfin cette vertu apaisante de l'inflammation. Donc on retrouve notre notion de feu, le feu sur la peau. Ça peut être une brûlure, ça peut être une piqûre, excellente pour les piqûres de moustiques, de guêpes, d'abeilles. Ça peut être une morsure de serpent, le serpent de chez nous, hein, je ne parle pas de serpent exotique, mais le serpent de chez nous, méditerranéen, la vipère en l'occurrence, elle était utilisée par les anciens dans ce sens, comme je vous le disais. Non seulement elle est anti-inflammatoire pour calmer la rougeur, la chaleur, le feu de la peau, mais elle est aussi cicatrisante, donc elle vient apaiser puis reconstituer. Et enfin, elle est digestive. On oublie souvent, mais c'est une aromatique, donc de fait, elle est digestive. Elle est amère et aromatique, et ce sont deux saveurs qui ont un grand pouvoir sur la digestion. L'amertume fait déverser tous les sucs digestifs et draine le foie, donc on dit qu'elle a un impact sur le foie. Et en ça, je vous disais, ça rafraîchit, ça épure, ça fait sortir les choses du corps. Et elle a aussi cette qualité aromatique qui va nous permettre de mieux digérer, d'aider au niveau des gaz, des ballonnements. Elle n'est pas forcément très connue pour ça, mais on ne doit pas l'exclure, en tout cas au niveau digestif. En seconde intention, je vous disais que comme elle est aromatique, elle peut éveiller, stimuler, mais d'abord, elle rafraîchit, elle calme, elle apaise. Et en seconde intention, elle peut éveiller, stimuler l'esprit quand on en a besoin. Voilà, donc on retrouve dans cette plante une grande intelligence et elle est tout indiquée pour l'été et les flambées du corps et de l'esprit. Et notre deuxième fleur du cœur de l'été, ça va être la camomille. Alors la camomille, elle fleurit un petit peu avant le mois de juillet, mais on la trouve complètement en floraison au mois de juillet. Tout comme la lavande, elle aime des terres sèches, bien drainées, donc on est vraiment dans un climat chaud, sec. Elle a une saveur qui est un petit peu différente de la lavande, évidemment, ainsi qu'un parfum. Enfin, la saveur peut être proche, mais le parfum complètement différent. On dit que le parfum, c'est plus un parfum de pomme. Là, je parle en particulier de la matricaire, camomille matricaire, qui est la camomille allemande, qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus aromatique, moins amère, alors que la camomille noble, qui est la camomille romaine, elle est beaucoup plus amère et moins aromatique. Donc souvent, les palais un peu sensibles préfèrent la camomille matricaire à la noble, à la romaine. Mais c'est à vous de voir. Les deux ont des vertus qui sont assez semblables et en tout cas pour les enfants, si vous voulez introduire une infusion, ce sera plus peut-être la matricaire. Mais les vertus médicinales seront assez semblables. On a vu avec la lavande qu'il y avait des vertus différentes selon si la plante est amère ou aromatique et j'y reviendrai un petit peu plus tard. C'est une plante qui, dans le folklore, a été beaucoup utilisée pour de la fumigation, justement, parce qu'elle a un parfum aromatique qui purifie, donc tout comme la lavande, qui est aussi un symbole de chance, de vitalité. Alors, on pourrait expliquer ça par le fait qu'elle ressemble, son capitule, son ensemble de fleurs, ressemble à un soleil. Et donc, toute cette famille qui ressemble à des soleils, le calendula, le tournesol, etc., nous fait penser à quelque chose de lumineux, de joyeux, estival, ludique, léger. Donc elle a cette légèreté, on dit que c'est un soleil végétal, qu'elle instille en nous la joie et la bonne humeur. Après, dans sa signature, elle a, au-delà du fait que c'est une fleur jaune, elle a aussi un cône qui est bombé au centre. Les fleurs tubulées au centre, jaunes donc, sont bombées. Et ça va nous rappeler des infections de la peau, furoncles, ou bien abcès, irritation, inflammation, infection. Donc vous allez voir que ça va être intéressant tout à l'heure par rapport à ses vertus. Elle a une particularité, c'est d'avoir une huile bleue. Donc l'huile bleue, on ne va pas la voir comme ça de l'extérieur, mais c'est lorsqu'on distille la plante,
Et elle donne une huile qui est bleue, qui est assez caractéristique. On ne retrouve pas beaucoup dans les plantes. Sont des principes actifs, et en l'occurrence là du chamazulène. Et le chamazulène, il y a des propriétés qui sont anti-inflammatoires, apaisantes, calmantes. Rappelez-vous, pour la lavande, on parlait de la couleur bleue, qui de fait est une couleur dite relaxante, calmante. Mais là, on retrouve exactement la même chose. Mais elle a à la fois ce côté jaune et bleu, un petit peu caché en interne. Et puis après, elle fait partie de la famille qui a des petites fleurs, des feuilles qui sont extrêmement fines, on dirait des plumes, des petites plumes. Et donc ça, pour les anciens, quand ils n'avaient pas la science pour déduire les vertus des plantes, ils apparentaient le côté plume de la feuille à quelque chose de très aérien, ou alors à un réseau de nerfs, voyez. Donc ça leur donnait une indication que peut-être cette plante pouvait être bien pour les nerfs, pour apaiser les nerfs. Et donc au niveau des vertus, c'est le cas, puisqu'on va retrouver, tout comme dans la lavande, des vertus extrêmement similaires dans la camomille, mais avec un parfum, un goût, une saveur un petit peu différente. Tout d'abord, le côté relaxant, autant au niveau physique que psychique. Donc on parlait du feu de l'été, quand on est agité, agacé, gonflé, chaud. Là, grâce à ces agents, dans un premier temps antispasmodiques, on va retrouver un calme des muscles, un calme des nerfs qui va apaiser aussi l'esprit et nous emmener vers plus de relaxation. Mais ça va s'appliquer sur beaucoup de muscles dans le corps, tout comme la lavande, donc autant au niveau digestif que génital, qu'urinaire, etc., ou même respiratoire. C'est une plante qui est... Donc ça, c'est plutôt en interne, en prise interne, sous forme d'infusion par exemple, mais en externe, elle est, et même en interne, elle est apaisante des inflammations et donc de ce feu dont on parlait. Tout ce qui est rouge, chaud, gonflé, douloureux même, elle est, je vous le disais, hautement anti-inflammatoire du fait des chamazulènes qui sont à l'intérieur de la plante. Donc on va pouvoir apaiser tout ce qui est brûlure, piqûres, inflammation, égratignure, exactement comme la lavande. Elle a aussi la vertu d'être cicatrisante, donc voilà, on retrouve exactement la même chose, cicatrisante de la peau, cicatrisante des muqueuses, et par extension, si on retrouve le côté relaxant, on peut dire qu'elle est digestive aussi, elle apaise la digestion, mais elle a, comme la lavande, cette double particularité d'avoir des agents amers et des agents aromatiques. Donc l'amertume, je vous disais plus présente dans la camomille noble, va drainer les choses du corps, va déverser les sucs digestifs, aider la digestion, aider à sortir les choses du corps et donc de ce fait apaiser, calmer, purifier. Et les principes aromatiques, à contrario, vont être beaucoup plus stimulants de la digestion, mais aussi de l'esprit, bien qu'elle ait quand même, on va dire, voilà, le côté relaxant prend le dessus, stimulant de la digestion principalement, et puis épurant tout ce qui est ballonnement, gaz, inconfort digestif, etc., etc. Voilà, tout ce qui est principe aromatique, c'est vraiment tout indiqué pour ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à son propos? Le fait qu'elle soit hautement anti-inflammatoire, qu'elle ait beaucoup de chamazulène entre autres, fait qu'elle est même anti-allergique, donc elle aide énormément au niveau des allergies, de tout ce qui est le côté chaud-feu qu'il peut y avoir autour de la flambée de l'allergie. À la différence de la lavande, on ne parle pas trop de ses vertus antiseptiques ou aseptisantes. Donc, a priori, elle serait moins efficace dans ce cadre-là. Mais ça reste une plante extrêmement utile au cœur de l'été. Moi, j'utilise autant la lavande que la camomille, particulièrement dans les remèdes que je vais vous indiquer dans un instant, pour vraiment calmer toutes les petites piqûres, les inconforts qu'on peut avoir, et sur la peau des enfants, c'est merveilleux aussi. Donc maintenant, parlons recettes. Comment apaiser la flambée du corps et de l'esprit au pic de l'été? Alors la première chose, c'est avec la lavande et la camomille de faire une infusion. Une infusion, c'est tout bête, mais
personne n'y pense vraiment. Donc vous pouvez déjà prendre en interne la lavande et la camomille. Je vous disais, au goût, la matricaire est beaucoup plus aromatique et je dirais une saveur presque douce, beaucoup plus que la camomille noble qui va être beaucoup plus amère. Donc débutez peut-être par la matricaire. La lavande, elle va avoir un subtil mélange d'amertume et d'arôme. Et vous pouvez donc les prendre en interne pour tout ce qui est flambée interne. Flambée interne sur un plan physique, irritation des muqueuses par exemple, ou agitation. Voilà, rappelez-vous que ce sont deux plantes qui calment et qui apaisent. Après, et surtout qui calment les muscles par leur vertu antispasmodique et anti-inflammatoire. Et vous pouvez également prendre ces mêmes infusions et les appliquer en externe. Voilà, un usage auquel on ne pense pas forcément. Donc là, ce sera pour la flambée extérieure, des irritations, des coups de soleil, des piqûres, etc. etc. Voilà. L'idée dans une infusion, c'est vraiment de pouvoir, surtout avec des plantes aromatiques, bien mener son infusion. Parce qu'on va mettre les plantes dans de l'eau, on va faire frémir de l'eau et sans arriver jusqu'à ébullition, on fait frémir de l'eau jusqu'à peu près 85-90 degrés et ensuite on va couper le feu et mettre les plantes dedans, donc en particulier là les plantes aromatiques. Pourquoi ? Parce que les principes aromatiques sont très fragiles et si on commence à faire bouillir la plante dans l'eau, on va tout perdre. Et ce qui va être très important donc c'est de laisser infuser hors du feu, mais surtout à couvert. Et ça c'est la règle d'or pour les plantes aromatiques. Si vous ne couvrez pas, toute la médecine de la plante va partir, s'évaporer et parfumer votre cuisine, mais pas être dans le breuvage. Donc bien mener son infusion et puis vous laissez comme ça à couvert pendant une dizaine de minutes et ensuite vous pouvez, l'eau se sera imprégnée de tous les principes aromatiques et vous pourrez donc en disposer soit sous forme interne, soit en application externe. La deuxième recette dont je voulais vous parler, c'est une eau florale sans distillation. Alors vous allez me dire comment c'est possible. Normalement, l'eau florale, c'est exclusivement le fruit de la distillation, et c'est vrai. La vraie eau florale, on va dire, elle est issue de la distillation par entraînement à la vapeur. Donc il faut un alambic, il faut tout un système qui permet de chauffer la plante dans l'eau, de faire évaporer, de conduire ces gouttelettes, cette évaporation à travers l'alambic, donc tout un circuit, on va dire, de tuyaux qui seront ensuite refroidis pour ensuite recondenser et récupérer d'un côté l'huile essentielle et de l'autre côté les résidus aqueux, donc de l'eau, et c'est ça qu'on appelle l'eau florale ou l'hydrolat. Quand on récupère l'eau d'une fleur, c'est l'eau florale. Et donc évidemment c'est magnifique, mais je ne vous parlerai pas de ça puisque la plupart des personnes n'ont pas d'alambic, n'ont pas la possibilité de distiller chez elles. Si vous en avez la possibilité, c'est magnifique. Mais il y a une autre façon de faire une eau florale qui se rapproche de ce processus tout en restant très artisanal, on ne s'emballe pas, tout en restant fait maison. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir partager ce processus avec vous. Donc, il vous faut à minima, on va dire, 2 grosses poignées de plantes aromatiques, en l'occurrence ici la lavande ou la camomille. Et puis, il vous faut une casserole. Et dans cette casserole, vous allez placer un panier vapeur, un panier qui est troué si vous voulez. Alors c'est bien d'avoir un panier qui s'adapte à la largeur de la casserole, comme ça on n'a pas de flottement, parce qu'on va évidemment remplir la casserole d'eau et on ne veut pas que ça se ballotte dans tous les sens. Essayez de faire en sorte que votre panier soit bien calé. Il vous faut ensuite mettre un ramequin qui puisse supporter la vapeur. Et puis, on va avoir besoin d'un grand couvercle qui puisse largement recouvrir la casserole et puis de glaçons, idéalement les plus gros glaçons que vous ayez. Alors, pour procéder, vous prenez votre casserole que vous allez remplir à moitié, à minima à moitié, voire un peu plus d'eau. Et donc, on part avec de l'eau froide. Et vous allez mettre vos plantes dedans, donc vos 2 grosses poignées de plantes dans l'eau. Et sur les plantes et l'eau, vous allez insérer le panier vapeur, donc avec ces petites perforations. Et dans ce panier vapeur, vous allez
poser au centre votre ramequin. Vous avez compris, là, le panier vapeur peut flotter, donc on veut le caler contre les parois de la casserole, d'où l'importance de bien choisir les gabarits du matériel. Et là, on va ensuite poser sur la casserole un couvercle, mais à l'envers. Pourquoi ? Parce qu'on veut qu'il y ait une pente douce à l'intérieur de la casserole. Et il faut que ce soit bien fermé hermétiquement tout autour. Du moins bien scellé, que ce soit bien posé, que le couvercle dépasse un petit peu. Et vous l'avez compris, on va faire chauffer l'eau, amener jusqu'à ébullition pour avoir, on va dire, une bonne chaleur, une bonne température. Mais dès qu'on est à ébullition, on baisse le feu et on va laisser comme ça chauffer 30 à 45 minutes. Pourquoi ? Parce qu'il faut le temps que les plantes puissent diffuser leur parfum, que l'eau puisse s'évaporer. Et en s'évaporant, qu'elle puisse remonter au niveau sous le couvercle et ensuite se condenser. Alors comment on la fait condenser ? Eh bien, on va poser nos gros glaçons tout au long des 30-45 minutes sur le couvercle et les laisser fondre. Alors évidemment, quand ils vont fondre, on va récupérer dans la cuvette du couvercle à l'envers de l'eau qu'on va prendre soin d'enlever au fur et à mesure avec une cuillère, mais ça va nous donner à la fois donc le chaud, l'évaporation, et le froid, le refroidissement du couvercle qui va aider les gouttelettes qui seront remontées à condenser et à se diriger vers l'intérieur et le centre de la casserole et se recueillir dans le ramequin. Alors on est patient, patiente. Pour les pressés, c'est pas la bonne chose à faire, c'est juste pour les personnes qui ont envie d'expérimenter. Il faut être patient, patiente pour laisser le temps justement à l'eau de bien s'évaporer puis bien condenser. Et au sortir de ça, vous pourrez récupérer une eau florale, artisanale, faite maison. C'est pas dans les règles de l'art, mais c'est chouette, c'est intéressant, c'est ludique et ça donne du baume au cœur. Voilà, donc vous prenez ensuite cette eau depuis votre ramequin et puis vous la versez dans un flacon, toujours teinté idéalement, adapté à la taille du liquide, que vous allez garder au frais là par contre. Il faut absolument garder ça au frais, c'est pas stabilisé réellement et en général ça se garde 3 mois tout au plus. Après, sentez régulièrement pour voir si ça tourne pas. Donc voilà pour ces recettes, remèdes à base de plantes de l'été qui fleurissent au mois de juillet et qui sont bien utiles pour calmer et apaiser le feu extérieur et le feu intérieur, autant sur un plan physique et mental. Donc, j'achève cette longue vidéo en vous remerciant pour votre attention, en vous encourageant, si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, des autres vidéos de saison et autres, de cliquer sur j'aime, de vous abonner à ma chaîne, de revenir encore et toujours, de me laisser un commentaire. Ça me permet d'avoir un retour et de pouvoir rebondir sur vos expériences à vous, ce que vous auriez aimé exprimer. Ça fait partie du partage. Et puis si ces thèmes vous plaisent, sachez que vous pouvez retrouver donc sur YouTube également des vidéos sur des thèmes de naturopathie autres, en particulier ce dans quoi je suis spécialisée, c'est-à-dire on va dire la perte de sens, renouer avec la nature et puis aussi tout ce qui est stress et fatigue chronique pour récupérer de la vitalité, du sens, de la foi et de l'énergie et puis du sommeil de façon naturelle en utilisant les agents naturels et puis nos reconnexions à la nature. Et vous allez retrouver aussi sur cette chaîne YouTube des vidéos en lien avec le Qigong puisque je suis pratiquante, professeure de Qigong. Donc toujours avec cette logique de renouer avec le vivant, avec la nature, je pratique le Qigong au fil des saisons. Et il y a énormément de vidéos sur les saisons, les émotions, comment on peut épurer ses émotions par le Qigong, comment on peut maintenir un certain niveau d'énergie, de vitalité aussi. Et puis si vous souhaitez en savoir plus sur mes programmes, vous pouvez aller sur un premier site qui s'appelle mynaturel.fr qui va vous donner tout ce qui est programme d'accompagnement individuel pour le stress et la fatigue chronique ou toute autre chose qui vous amènerait du point de vue de la naturopathie. Ou alors il y a un autre site qui s'appelle mynaturel.thinkific.com. Tous les détails sont dans la petite boîte sous la vidéo. Et là, vous allez retrouver des programmes
de saison, donc des vidéos, des programmes où je vous accompagne vidéo sur plusieurs semaines, plusieurs mois, en général en lien avec les saisons. Pour le moment, il y a tous les programmes de Qigong et de bien-être, et puis plus tard viendront des programmes plus en lien avec les plantes, le vivant, les agents naturels au fil des saisons. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.